Sénateur Plett. Merci, Madame la Présidente. Collègues, le sénateur Gould a trouvé dans son coffre à outils l'outil que le sénateur Fury lui avait laissé, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser le pouvoir de la majorité pour interrompre le débat. Il ne faut pas être pris au piège de cette motion qui propose d'allouer du temps. Mais en fait, il s'agit de mettre un terme au débat. Et je vais rappeler les bons vieux libéraux du bon vieux temps. Il y avait le sénateur Cowan qui était chef de l'opposition et voici ce qu'il a dit en décembre 2012. Il a dit « Certains sénateurs de l'autre côté tentent de dire qu'il s'agit d'une question de processus et la motion dont nous sommes saisis semble aride et technique. Il s'agit d'attribution de temps. Qui ça pourrait intéresser? Les sénateurs qui veulent ajouter leur voix à ce débat et qui veulent améliorer le projet de loi. Voilà qui pourrait être intéressé. Les Autochtones qui n'ont jamais été consultés au sujet de ce projet de loi, les centaines de propriétaires d'armes à feu qui sont respectueux des lois et qui sont constamment ciblés par ce gouvernement. Les millions de Canadiens qui ne sont pas d'accord avec cette idée de mettre un terme au débat sur un mauvais projet de loi. On parle d'attribution de temps dans les règles du Sénat. Et depuis que je suis ici, donc ça fait quelques années, je tente de me souvenir des synonymes qui ont été utilisés par nos collègues libéraux alors qu'ils étaient dans l'opposition. Et il pourrait être utile pour les sénateurs qui ont été nommés par le premier ministre Trudeau et qui n'étaient pas présents à l'époque, de savoir ce qu'est l'attribution de temps. On utilise certaines paroles d'anciens sénateurs libéraux qui pourraient convaincre des sénateurs libéraux qui se qualifient d'indépendants que la motion proposée par le sénateur Gould n'est pas acceptable. On dit qu'il s'agit d'attribution de temps, de limite de temps, de clôture du débat, de limite du débat, d'interrompre le débat, de mettre un terme au débat et de faire passer C-21, d'éviter un examen soigneux et d'imposer le silence à des voix qui pourraient s'exprimer et de faire adopter un programme sans écouter le Parlement ni les Canadiens. Ce que fait le sénateur Gould plutôt a été qualifié d'antidémocratique, de guillotine, d'utiliser le pouvoir pour avoir plus de pouvoir. On a dit qu'il s'agissait de museler le Parlement et donc de museler les Canadiens. On a dit que c'était un abus de Parlement et qu'on privait le Parlement de son droit et même de son obligation d'examiner les lois du Canada. Nous avons déjà entendu dire que de telles motions vont immatriculer le Parlement et que on met un terme donc à l'examen qui est fait par le Parlement. Et donc, voilà ce qui a été dit il y a 10 ans au sujet de motions d'attribution de temps. Le sénateur Cowan, à l'époque, a dit qu'il s'agissait d'interrompre le débat et d'empêcher les sénateurs de poser des questions sur un projet de loi complexe et aussi de nous empêcher d'examiner le plan qu'avait le gouvernement pour ce pays. Mais pourtant, il s'agit là de notre travail, de ce que les Canadiens s'attendent à ce que nous fassions, de ce que nous sommes nommés ici pour faire. Et l'utilisation de l'attribution de temps par un leader du gouvernement, qui n'est ni un leader ni un membre du caucus du gouvernement, c'est un cadeau que nous a fait l'ancien président Fury. Et vous savez que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour notre ancien président. Il y a une chose dont je me souviendrai toujours, c'est la créativité dont il a fait preuve. Il y a ceux qui appliquent les règles et ceux qui agissent autrement.
le gouvernement est composé du parti au pouvoir et le sénateur Gold n'en est pas membre. Donc, on nous dit qu'il est membre d'un parti théorique qui n'existerait que pour permettre au sénateur Gold de mettre un terme au débat. Cette décision était inacceptable à l'époque, elle est toujours aujourd'hui. Il ne s'agit que d'une décision politique et normalement, elle aurait dû être infirmée par un nouveau président, mais nous ne sommes pas dans des circonstances normales. Et je comprends que certains d'entre vous n'êtes pas familiers avec la notion d'attribution de temps, mais pendant 124 ans, cette institution a fonctionné sans que des limites ne soient imposées au débat. Il y a eu donc un débat sur la TPS et les agissements des libéraux qui ont convaincu tout le monde que le gouvernement devrait disposer d'un outil pour limiter ce qui équivalait à une obstruction. Et donc, l'utilisation excessive par les libéraux de ce privilège a été étudié par le comité des règlements et cela aboutit à ce qui est aujourd'hui le chapitre 7 de notre règlement. Le recours à l'attribution de temps est donc une réaction à l'obstruction de l'opposition. Et permettez-moi de citer à nouveau mon ami Jim Cowan, cette fois en mars 2012, il a dit « Je reconnais volontiers qu'il peut y avoir des circonstances où il est justifié de procéder de cette façon. Par exemple, lorsqu'une obstruction délibérée s'éternise. » Le débat en troisième lecture sur le projet de loi C-21 a commencé il y a une semaine, le 6 décembre, lorsque le parrain, le sénateur Youssouf, a pris la parole. Le lendemain, le sénateur Boisvenu a pris la parole. Puis lundi, lors de la séance suivante, le sénateur Carignan a pris la parole. J'ai ensuite pris la parole hier. Il ne s'agit pas du tout d'une situation où l'on se traîne les pieds. Et normalement, je devrais prendre la parole le dernier en tant que critique du projet de loi, mais j'ai offert de prendre la parole plus tôt. Et le sénateur Gould a ensuite donné avis de sa motion d'attribution de temps. 4 sénateurs sont intervenus en troisième lecture. À chaque séance, depuis que le projet de loi a été présenté, il y a un sénateur qui a pris la parole. Il ne s'agit pas du tout d'obstruction de quelque façon que ce soit. Je vais continuer à citer d'autres sénateurs libéraux et peut-être que leurs paroles éclaireront d'autres sénateurs également nommés par un premier ministre libéral. Voilà ce qu'a dit la sénatrice Joan Fraser. Il y a des moments où l'attribution de temps, aussi radicale soit-elle, peut être nécessaire. Elle peut être nécessaire, par exemple, lorsqu'il y a un projet de loi d'une importance majeure et lorsque l'opposition fait de l'obstruction dans le simple but de faire de l'opposition. Il est arrivé que notre caucus fasse de l'obstruction contre un mauvais projet de loi. Alors, comment peut-on nous accuser de faire de l'obstruction lorsque nous prenons la parole sur un projet de loi à chaque séance? Le Sénat n'a pas ajourné le débat sur la troisième lecture du projet de loi C-21, pas une seule fois. Alors, comment s'agit-il d'une obstruction? En quoi y a-t-il obstruction? Nous n'avons jamais caché le fait que nous n'aimons pas ce projet de loi et que si le projet de loi n'était pas amendé, nous voterions contre, mais nous n'avons en aucun cas fait de l'obstruction. Et je soutiens, collègues, que ce recours à l'attribution de temps n'a qu'un seul objectif, c'est-à-dire fermer le Sénat plutôt que prévu. Il ne s'agit pas de contrer une obstruction ici, car il n'y a pas d'obstruction. C'est pourquoi le recours à l'attribution de temps par le gouvernement est scandaleux. Il doit être combattu. Si on souhaite imposer la guillotine à un débat, c'est pour qu'il soit adopté. C'est pour que le projet de loi plutôt soit adopté de toute urgence. Oui, ça peut être justifié si le temps est compté. Par exemple, pour mettre fin à une grève dans un hôpital, si des patients sont en danger, alors il est facile de comprendre qu'il est juste de restreindre la durée du débat. Mais il n'y a aucune urgence dans le cas du projet de loi C-21. Ce projet de loi, dans sa forme actuelle ou tel qu'il a
été déposés lors de législatures précédentes existent depuis des années. Le ministre de la Sécurité publique de l'époque, ou le désastre de la sécurité publique, comme certains aiment l'appeler, M. Mendicino a modifié le projet de loi et ensuite rejeté ses propres amendements. Ça représente un exemple classique de ce qu'il ne faut pas faire. C-21 est peut-être important pour le premier ministre. C-21 est peut-être important pour certains Canadiens, mais C-21 n'est pas urgent. S'il avait été urgent, croyez-vous que le gouvernement l'aurait laissé 1 an à la Chambre des communes sans faire quoi que ce soit? En fait, le projet de loi C-21 ne fait que promulguer des décrets qui ont déjà été promulgués par le gouvernement. C'est le cas, par exemple, en ce qui concerne l'interdiction de l'achat et de vente d'armes de poing. Même chose pour la définition élargie des armes à feu prohibées. Même certaines dispositions font double emploi avec des pouvoirs que possèdent déjà les policiers. Ce projet de loi n'est pas urgent. Par conséquent, il convient de s'opposer au recours à l'attribution de temps. Comme je l'ai dit auparavant, le sénateur Gold a annoncé son intention d'évoquer l'attribution de temps alors que seuls 4 sénateurs avaient pris la parole. Ça veut dire que 90 sénateurs, oui, 90 sénateurs n'ont pas encore pris la parole sur ce projet de loi. S'il ne reste que 6 heures au débat, cela signifiera qu'au moins 66 sénateurs seront privés de leur droit de parole avec cette motion. Le sénateur Gold dit à au moins 66 de ses collègues que le gouvernement ne s'intéresse aucunement à ce qu'ils ont à dire. Comme l'a dit en 2012, la chef adjointe de l'opposition de l'époque, j'ai peine à croire que les membres de ce gouvernement, qui se targuent de défendre la liberté d'expression, utiliseraient tous les moyens à leur disposition pour limiter le droit de parole des sénateurs de l'opposition. J'ai une question à poser aux sénateurs qui sont nommés par M. Trudeau et qui s'apprêtent à donner un coup de marteau au projet de loi C-21 pour clore le débat. Lorsque le premier ministre vous a annoncé que vous étiez nommé au Sénat, vous a-t-il dit que sur un coup de tête du chef du gouvernement, vous auriez à vous taire et à clore le débat sur un projet de loi après seulement 4 jours? Vous a-t-il dit qu'on utiliserait les bons vieux outils du passé pour faire taire l'opposition, alors qu'il s'agit là même des mesures dénoncées par les sénateurs libéraux lorsque le gouvernement conservateur le faisait? Le sénateur Gold nous dit, peu m'importe ce que les sénateurs ont à dire, le gouvernement veut que ce projet de loi soit adopté sur le champ et nous devons nous plier au désir du premier ministre. Et j'ai cité de nombreux anciens sénateurs libéraux. Maintenant, je vais citer un Sénat qui a fait partie d'un autre groupe, le sénateur Dennis Dawson. Bien, merci, Madame la Présidente. Bon, voici, je pense que c'est là où je vous ai laissé. J'avais cité différents libéraux. Et maintenant, j'aimerais terminer avec une citation d'un sénateur, le sénateur Dawson, qui a pris sa retraite l'année dernière. Il était du groupe progressif. Il dit « Les parlementaires devraient débattre de la loi proposée par le gouvernement. Ce n'est pas les mesures offertes par les fonctionnaires. Ils sont supposés bien évaluer les questions, les étudier en profondeur et s'assurer que les préoccupations des contribuables ont été exprimées, pleinement exprimées même. Ce que fait le sénateur Gold, c'est de faire passer avec le bélier le projet de loi C-21 et mettre fin au débat. Voilà qui est un affront à notre tâche de sénateur. Nous ne sommes pas ici pour gouverner, nous sommes ici pour demander des comptes à ceux qui gouvernent. Mais pour ce faire, il faut que nous puissions débattre des lois et proposer des amendements. La motion du sénateur Gold non seulement contraindrait notre habileté à débattre, mais de plus, cette motion signifie que personne ne peut déposer d'amendement. Je répète, le gouvernement peut agir ainsi, même si plus de 90 sénateurs n'ont
en fait, si 90 sénateurs n'ont pas parlé pour ou contre ce projet de loi, 90 sénateurs ne peuvent plus tenter d'améliorer ce projet de loi qui comporte des lacunes. Non seulement l'allocation de temps retire le droit aux sénateurs de prendre la parole au sujet de projet de loi, elle rend muette la voix de tous ceux que le gouvernement pourrait consulter. Si nous votons en faveur de cette motion et si nous lui permettons d'être adopté, eh bien, nous sommes complices avec l'intention manifeste du gouvernement de faire taire ceux qui veulent être entendus. Comme vous le savez, chers collègues, les intervenants, les parties prenantes ne peuvent entrer ici et faire connaître leur point de vue, car c'est nous qui les représentons. On nous exige de protéger la voix des Canadiens qui ne seraient pas autrement entendus. Et aujourd'hui, on parle au nom des propriétaires de fusils et d'armes. Que vous soyez en faveur du projet de loi ou non, vous devriez au moins appuyer la possibilité d'être entendu. Mais voilà ce que cette motion empêche, c'est qu'elle tait ses voix avant qu'elles soient entendues. Le sénateur Boisvenu l'a bien dit lorsqu'il a dit « Je vais aborder ce qui manque manifestement au projet de loi C-21 ». C'est quelque chose qui est au cœur de ce problème, cette lacune qui est due au fait que le gouvernement a tenu à peu près aucune consultation lorsqu'il a rédigé ce projet de loi. Le sénateur Boisvenu, en outre, a donné divers exemples des manques de consultation des gouvernements. Les peuples autochtones n'ont pas été entendus. D'ailleurs, un intervenant autochtone a dit l'Organisation nationale Inuit, le ITK, a reçu un brefage de la version la plus récente du projet de loi avant qu'il soit déposé en mai. Or, ni notre organisation, ni d'autres organisations n'ont été consultées quant aux libellés qui se retrouvent dans le projet de loi. Jessica Lazare, chef du Conseil Mohawk de Ganawagé, a dit « Nous n'avons qu'une seule réunion et disons que ce n'était pas une consultation adéquate. Alors, je ne considère pas que c'est de la consultation de quelque façon que ce soit. » Le gouvernement aussi n'a pas consulté les tireurs sportifs. Chandra Owners de la Fédération des tireurs sportifs a dit « Notre fédération n'a pas été invitée à participer au comité qui a étudié le projet de loi C-21. » De plus, nos lettres sont restées sans réponse malgré le fait que nous ayons écrit au ministre une rencontre à plusieurs fois. J'ai aucune confiance envers le ministre. Hier, la sénatrice Deakin a renouvelé sa confiance envers le ministre. Le ministre nous a promis qu'il avait consulté Gilbert White, président de la Saskatchewan Wildlife Federation et Recreational Firearm Committee, a dit que la fédération n'avait pas été consultée non plus. Lorsqu'on lui a demandé si son organisation avait été consultée, Doc Chasem, directeur exécutif de Fur Institute of Canada, a dit « Non, on n'a pas été consulté. » Et chers collègues, la liste est longue. La perspective des Canadiens qui subissent les conséquences de cette loi n'a pas été entendue, n'a pas été demandée. Et lorsqu'ils ont voulu prendre la parole, on les a fait taire. Et ce faisant, en mettant fin au débat, on les fait taire de nouveau. Et je vais citer le leader de l'opposition à l'époque, un membre du caucus de M. Trudeau, qui dit « On sent que ce projet de loi est litigieux. On a reçu plein de courriels et différentes communications de Canadiens préoccupés qui nous demandent, qui plaident que l'on réfléchisse sérieusement à ces propositions. À quel point serait-il insultant d'invoquer une telle mesure pour mettre fin au débat, pour ne pas faire le maximum et de le faire immédiatement? Vous ne savez pas, chers collègues, à quel point nous avons reçu des courriels similaires qui nous demandent de faire exactement la même chose. Et voilà qui s'applique ici en l'espèce avec le projet de loi C-21. En 2016, nous avons entendu à de multiples reprises comment les sénateurs Trudeau sont indépendants. Or, 96% du temps, ils votent en faveur du gouvernement, mais ils se disent indépendants. Ils parrainent des projets de loi gouvernementaux, mais ils sont indépendants. Le vote sur cette motion mettra encore à l'épreuve cette soi-disant indépendance. Il faut se rappeler que le débat, ce n'est pas simplement tenter de convaincre l'un et l'autre de voter d'une façon ou d'une autre. Le débat fait partie du processus qui vise à s'assurer qu'avant de prendre une décision finale sur un projet de loi, nous ayons pleinement envisagé l'enjeu, que nous avons pris le temps d'écouter et d'entendre toutes les voix qui veulent prendre la parole sur cet enjeu, pas seules les voix qui sont en accord avec nous. Le gouvernement n'a pas agi en ce sens. Et par l'entremise de cette motion, le gouvernement veut nous empêcher d'agir en ce sens. Et c'est malheureux. Le Sénat canadien est une partie intégrante de l'organe législatif
du pays. Un de ses rôles clés, c'est d'être le représentant des voix marginalisées et sous-représentées. C'est une fonction clé quand vient le temps d'avoir une approche complète et exhaustive au gouvernement. Le Sénat est une plateforme où les considérations des groupes minoritaires et des personnes des régions éloignées et moins populeuses, de ces voix, donc, qu'on oublie souvent dans l'arène politique, sont entendues. L'importance de ce rôle ne saurait être exagéré. Dans un pays aussi divers que le Canada, il y a une myriade de perspectives et sur les enjeux qui doivent être pris en compte, mais qui ne sont pas toujours représentés adéquatement dans la Chambre des communes plus partisane. Le mandat du Sénat, qui est d'écouter et de donner voix à ces voix moins souvent entendues, est une véritable pierre d'assise de notre enceinte. Le processus de consultation est crucial dans ce contexte. L'efficacité du Sénat dans la représentation de ces groupes dépend de notre capacité à écouter ces voix et à refléter leurs préoccupations dans le processus législatif. Par l'entremise de consultation, on nous fait part de points de vue, de perspectives nécessaires pour la rédaction de politiques inclusives et équitables. Croyez-le ou non, chers collègues, ce rôle, celui du Sénat, est particulièrement important dans le cas d'un contexte comme celui-ci où il faut considérer différents points de vue. Le contrôle des armes à feu est un enjeu litigieux au Canada et il y a plein de perspectives. Il y a celle des propriétaires d'armes et aussi la question de la sécurité publique. On veut réduire la violence par armes à feu, mais il faut néanmoins reconnaître que les propriétaires d'armes à feu légales représentent un segment important de la population canadienne. Ces personnes incluent des tireurs sportifs, des résidents ruraux, des chasseurs pour qui les armes à feu font partie de leur culture. Que vous soyez d'accord ou non avec ces personnes, nous avons un rôle vital à jouer dans la représentation de ces voix. Il faut s'assurer que ces voix sont entendues ici dans cette enceinte législative. Le Sénat contribue à une discussion plus équilibrée, plus complète. Et cette motion visant à mettre fin au débat prématurément mine ce rôle qui est le nôtre de faire entendre ces voix. C'est regrettable, chers collègues, on ne devrait pas approuver ceci. Et permettez-moi encore quelques moments de votre indulgence. Vous savez, nous avons reçu ce projet de loi si tard et ce n'est pas notre faute, c'est la faute du gouvernement. Ils ne nous ont pas donné la chance d'agir plus tôt. Nous allons recevoir d'autres projets de loi cette semaine et nous ne savons pas quand parce que le leader du gouvernement ne sait pas quand. Aujourd'hui, dans l'autre endroit, on attend un autre projet de loi. Le projet de loi sur l'accord de libre-échange Canada-Ukraine, on ne l'a pas encore. Le leader du gouvernement dit il faut faire adopter cela avant qu'on retourne à la maison pour Noël. Mais on n'a pas le projet de loi. Aujourd'hui, lorsque le gouvernement avait la chance de présenter ce projet de loi, qu'est-ce qu'il a fait, le gouvernement? Ils ont demandé qu'on parle de C-58 pour que ce projet de loi soit renvoyé en comité. Pour que ce soit renvoyé en comité en février, quand ils vont revenir et rien faire, plutôt que de nous soumettre C-57, le projet de loi Canada-Ukraine. Pourquoi ne pas l'avoir mis à l'avant-scène pour que nous en soyons saisis? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la semaine lorsqu'on va le recevoir? Et on veut en débattre adéquatement, on veut le renvoyer en comité. Le leader du gouvernement va nous dire non, 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 non. Ah, on n'est plus là. La semaine prochaine, encore une fois, il va venir ici. J'ai parlé au leader de l'opposition et je lui ai dit que j'ai fait l'attribution de temps. C'est ça qu'il va vous dire, le leader. Ces gens de l'autre endroit, ce gouvernement est en mesure, est jamais en mesure d'organiser quoi que ce soit. Une parade avec 2 véhicules, impossible pour eux. On passe quasiment par la porte le vendredi, là. Ils s'en vont pour Noël. Faites-moi confiance. Et avant de partir, ils vont nous renvoyer ça. Ils vont nous dire, le Sénat, arrangez-vous avec ça. Le leader du gouvernement va dire, on ne retourne pas à la maison tant qu'on n'aura pas géré ça. Est-ce que je peux avoir la permission? J'ai le sentiment que mes amis dans le coin là-bas, là, des fois difficile à reconnaître, ils vont dire non, on ne vous donne pas la permission. Alors voilà, moi je donnerai la permission, mais je sais, mais eux, ils le feront pas. Alors nous voici, là. Il va falloir qu'on soit là. Et ensuite, il va encore avoir une motion d'attribution de temps. Et on va mettre fin au débat prématurément et les Canadiens ne se feront pas entendre. Chers collègues, un peu plus tôt aujourd'hui, lorsque ce projet de loi nous a été soumis, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Quand avons-nous reçu ce projet de loi? Le 21 juin. Non, désolé, plus tôt. Nous avons reçu le projet de loi le 18 mai. Le sénateur Youssef a pris la parole le 31 mai.
Moi, j'ai parlé le 21 juin, 3 semaines plus tard. Et ensuite, il y avait huit personnes qui ont pris la parole entre nous. Première réunion du comité, 4 octobre. Bon, le 21 juin, on est retourné à la maison pour la pause estivale. 4 octobre, comité, on est revenu pour considérer ce programme à l'état d'ébauche. Et on était d'accord, on a suivi le programme, le comité, on a fait ce qu'il fallait faire. Le 4 décembre, je pense que c'est là que nous nous sommes dit d'accord. Ensuite, le 5 décembre, c'est là que le projet de loi a été soumis par l'entremise du rapport. Le sénateur Youssouf a pris la parole le 6. Et nous voilà. On se retrouve le 15. Moi, j'ai pris la parole hier. Et comme je l'ai dit, je n'étais pas là lorsque le sénateur Gould s'est levé pour mettre fin à toutes les opportunités que nous avons de prendre la parole. Moi, je n'en peux plus de tenter de travailler avec ce gouvernement-là. Je n'en peux plus de tenter de faire adopter même pas faire adopter des lois, juste déposer des projets de loi pour que le Sénat s'en saisisse. Les gens de l'autre endroit sont pas capables de s'organiser, sont pas capables de nous envoyer les projets de loi. Ce projet de loi a langui dans l'autre endroit pendant 1 an, chers collègues, pendant 1 an. Et c'est pas un projet de loi d'impact financier. Il y a personne qui ne pourra pas manger à Noël parce que le projet de loi n'a pas été adopté. On sait que, en définitive, les membres du gouvernement, ils sont à peu près 60, 70, là, membres du gouvernement ici dans cette enceinte, ils vont adopter ce projet de loi. On comprend et on l'accepte. On accepte cela. Mais pourquoi se précipiter? Qu'est-ce qui va se passer si on revient le 5 février et on continue à débattre de ce projet de loi pendant encore quelques semaines? Le gouvernement peut déjà agir par l'entremise des règlements. Il le fait déjà. Non, on nous force. On nous dit, là, mettez fin au débat. Et ensuite, le leader dit, on a débattu exhaustivement. Débattu exhaustivement, il y a eu 4 personnes qui ont pris la parole. 4 ce soir. Ah ben, jusqu'à présent, il y a 4 qui aimeraient justement prendre la parole lorsque nous aurons les 6 heures plus tard, et peut-être plus. Mais ils doivent le faire ce soir parce que le débat se voit interrompu. Ils ne pourront pas se faire entendre. C'est injuste. Et ça s'est produit par le passé. Comme le sénateur Gould, c'est la 2e fois depuis dans l'histoire de ce gouvernement, là, ici, là. La dernière fois, il n'y avait jamais de consultation avec l'opposition. 0. Et le président a trouvé un moyen de demander au sénateur Gould, le leader du gouvernement. Il a refusé d'accepter ce titre. Il dit, je ne suis pas le leader du gouvernement, mais il doit l'être s'il veut faire ce qu'il a fait ce soir. Pour faire ce que le sénateur Gould a fait ce soir, c'est qu'il faut être un leader. Je vous mets au défi, Madame la Présidente. Je vous mets au défi de demander à ce leader d'admettre à tout le moins qui est le leader du gouvernement. Il est le leader d'un parti inscrit, le leader du Parti libéral du Canada. S'il veut agir ainsi, qu'il le dise. Si ici, il se lève en cette enceinte et dit « Moi, je suis le leader du gouvernement libéral et moi, j'invoque la clôture du débat, je vais voter en faveur. » Je vais voter en faveur. Mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il est embarrassé. Ben, moi aussi, je serais embarrassé. Moi, je ne voudrais pas que personne m'appelle le leader de ce gouvernement-là. Moi, je ne voudrais pas qu'on m'appelle ainsi. Moi, je suis fier d'être leader du caucus conservateur. Fier! Madame la Présidente, je demandais qu'à la fin, que nous votions contre ce motion. J'aimerais d'ailleurs que vous tranchiez la question. Mais si c'était ça à quoi je m'attendais, mon discours aurait été différent. Mais je vous mets au défi, tout quiconque ici, de demander à l'honorable sénateur d'utiliser le titre qui lui revient s'il veut être capable de déposer une telle motion.